C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, le général Assimi Goïta au Kremlin. Le président malien y a rencontré Vladimir Poutine. Il s'agit d'une visite officielle en Russie destinée à, je cite, renforcer les liens entre le Mali et la Russie. Les détails dans un instant. Les avocats guinéens entament 2 semaines de grève. Ils protestent contre l'enlèvement de l'un de leurs confrères samedi. Ils se sont réunis ce lundi pour prendre des décisions. Nous serons à Conakry dans ce journal. Et puis à la fin de cette édition, on vous parlera de Mato Blounès, chanteur kabyle engagé, mort assassiné en juin 1998. À quelques jours du 27e anniversaire de sa mort, les hommages se multiplient. L'occasion également de parler de son album posthume sorti en avril. Tahar Hani est avec nous sur ce plateau pour vous raconter tout cela. Le général Assimi Goïta est à Moscou. Le président malien a rencontré son homologue russe Vladimir Poutine lors d'une visite officielle en Russie. Objectif affiché, renforcer les liens entre Bamako et Moscou. Clémence Valère. Une visite diplomatique pour renforcer les liens russo-maliens. Dimanche matin, le général Assimi Goïta, président du Mali, a entamé un déplacement de 4 jours en Russie. Ce lundi, après une cérémonie militaire devant la tombe du soldat inconnu à Moscou, il s'est entretenu avec son homologue russe, président Vladimir Poutine. À l'ordre du jour, l'insécurité au Mali. Aujourd'hui, force est de reconnaître effectivement qu'avec la coopération avec la Russie, aujourd'hui notamment sur le plan de défense et sécurité, le Mali a pu recouvrir l'entièreté de son territoire. Et cela montre la fiabilité et l'efficacité de la coopération avec la Fédération de Russie. Une efficacité relative. Ces dernières semaines, le Mali fait face à une multiplication des attaques. De nombreuses localités sont sous blocus djihadiste. Les rebelles indépendantistes du Front de libération de l'Azawad revendiquent l'attaque d'un convoi de l'armée malienne et ses supplétifs russes Africa Corps dans la région de Kidal le 9 juin dernier. Mais la coopération entre les deux pays veut s'étendre au-delà du sécuritaire. Nous avons établi des relations diplomatiques il y a 65 ans et nous avons continué à coopérer pendant toutes ces années. Il existe des domaines prometteurs pour une coopération future, tels que l'exploration géologique, le développement des ressources naturelles, l'énergie et la logistique. Les liens entre Bamako et Moscou ont été réactivés peu après le coup d'État malien de 2020. Un putsch qui a coïncidé avec la rupture de toute relation diplomatique avec la France, ancienne puissance coloniale, jugée inefficace dans la lutte contre les groupes djihadistes. La colère des avocats en Guinée. Ils ont décidé de faire 2 semaines de grève. Ils protestent contre l'enlèvement de l'un de leurs confrères samedi à son domicile. Ce lundi, ils se sont réunis pour décider des suites de leur mobilisation. La correspondance à Conakry de Malik Diakité. Visiblement très en colère, l'Ordre des avocats de Guinée a d'abord dénoncé ce qu'il qualifie d'atteinte grave portée à leur profession. Ces hommes en robe noire estiment que, je cite, la torture infligée à leurs confrères est une atteinte intolérable à la profession d'avocat. En solidarité et à l'unanimité, ils ont décidé de protester. 1. Boycott de 2 semaines de toutes les audiences judiciaires et convocation de police judiciaire sous peine de sanctions disciplinaires. Le dépôt des recours reste toutefois autorisé. La convocation d'une nouvelle assemblée générale à l'issue du boycott de 2 semaines pour réévaluer la situation et décider de la suite à donner. 3. Le retrait immédiat de tous les avocats représentant la profession dans les institutions et commissions de la transition. Pour rappel, dans la nuit du vendredi à samedi, Maître Mohamed Traoré, avocat très critique vis-à-vis des autorités au pouvoir, a été enlevé par des hommes non identifiés, lourdement armés, avant d'être retrouvé torturé à environ 50 km de Conakry. En bref, la réaction de la porte-parole de la MINUSCA après la mort d'un casque bleu zambien vendredi dernier en Centrafrique. La mission des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique a été ciblée vendredi dans une attaque dans le nord-est du pays. Écoutez. Il s'agit de la 3e attaque depuis le début de l'année, la 3e attaque meurtrière, car nous avons connu d'autres attaques. La semaine dernière, par exemple, dans la région de Zemio, où 2 casques bleus ont été blessés. Donc nous sommes inquiets. Voilà, réaction recueillie par notre correspondant
Pacom Pabonji. Au Gabon, Brice Oligui Nguema a annoncé dans une vidéo le lancement officiel de sa formation politique. Le président fraîchement élu doit donner le coup d'envoi lors d'un grand rassemblement au Palais des Sports de Libreville. Brice Oligui Nguema s'était présenté en candidat indépendant à la présidentielle du 12 avril dernier qu'il avait largement remporté. Les explications de notre correspondant Ismaël Obiang Nzé. L'unité nationale, une interprétation juridique de la loi qui conforte Brice Clotaire Oligui Nguema dans sa volonté de se doter d'un outil politique. Dans sa déclaration, le président gabonais souhaite bâtir un parti inclusif, reflet de toutes les sensibilités, une démarche présentée comme le prolongement de sa victoire lors de la présidentielle. Le suffrage universel que vous m'avez accordé exige désormais la mise en place d'un outil politique fédérateur, capable de rassembler toutes les énergies constructives de notre nation. Votre engagement façonnera une formation politique inclusive, considérant toutes les sensibilités de notre cher pays, le Gabon. Pour les experts en droit, l'article 82 du Code électoral gabonais est formel. Tout élu, y compris le président de la République, est censé conserver pendant son mandat une posture de neutralité. Reste à voir si le parti politique annoncé pour cette fin de semaine incarnera l'unité souhaitée par le chef de l'État. Une annonce qui ne doit rien au hasard alors que nous sommes à 3 mois des élections législatives. Ce soir, on vous parle de Mato Blounès, chanteur kabyle et symbole de la résistance contre l'intégrisme et l'oppression. Assassiné le 27 juin 1998, il est resté vivant dans les mémoires. Ses chansons sont reprises et entonnées par la nouvelle génération en Algérie. Un album posthume est même sorti en avril. On en parle tout de suite avec Tahar Hanni, journaliste à France 24. Bonsoir Tahar, merci d'être avec nous ce soir. Tout d'abord, qui était Mato Blounès pour ceux qui ne le connaissent pas? Oui, bonsoir Myriam. Mato Blounès, c'est un chanteur algérien d'expression kabyle, né en 1956 dans un petit village niché en Kabylie qui s'appelle Taourit Moussa. Et d'ailleurs, il a été assassiné en 98 à quelques kilomètres même de ce village. C'est un artiste complet, doté d'une voix terrible, rocailleuse et forte. Il a chanté et écrit des poèmes et il a surtout consacré sa vie artistique pour défendre les droits de l'homme, pour défendre les opprimés et tous les gens qui souffrent à travers le monde. Alors c'était un chanteur engagé. On va écouter un extrait d'une interview qu'il avait donnée il y a quelques années à la télévision française. Je sais peut-être que je vais faire partie du lot des prochaines victimes. Que je vais mourir peut-être dans 1 mois ou 2. Mais il ne faut pas y retourner. Madame, je vais y retourner. Excusez-moi, mais c'est qu'il faut que j'y retourne. J'ai mon combat à mener. Moi, je préfère mourir pour mes idées que de mourir de lassitude ou de vieillesse dans mon lit. Voilà, je préfère mourir pour mes idées que mourir de lassitude. C'est une phrase qui est restée dans les mémoires. Et il a failli mourir plusieurs fois, Mato Blounès. Oui, Mato Blounès a toujours en fait associé son don artistique à ses activités sur le terrain. Il a toujours, par exemple, participé à des marches de revendication pour la reconnaissance de la lutte de l'identité berbère. En 1980, il a été blessé par balle par des gendarmes sur les hauteurs aussi de Kabylie. Il aura fallu 17 opérations pour qu'il s'en sorte. En 1994, il a été aussi kidnappé par le JIA, le groupe islamique armé, pendant 15 jours. N'était-ce la mobilisation de la Kabylie qu'il a enfin... il est revenu au sien. Et en 1998, alors qu'il était en France, il devait repartir coûte que coûte en Algérie. Il a été tué à quelques kilomètres de son village en revenant sur la route au retour de son village. On dit que plus de 70 balles ont perforé sa voiture. Donc les assassins ne lui ont pas laissé aucune chance de survie. Alors 27 ans après Tahar, 27 ans après sa mort, un album posthume est sorti en avril dernier. On va écouter un extrait, on en reparle juste après.
Alors Tahar, parlez-nous de cet album. Oui, c'est un album posthume, comme tu viens de dire. En fait, il est composé de plusieurs chansons qui ont été chantées comme ça dans des concerts, dans des fêtes en Kabylie, mais jamais publiées ou éditées dans un album. Et parmi ces chansons, il y a une chanson sur les frères musulmans, d'ailleurs qui a été reprise par un autre chanteur kabyle, dans lequel Matoub Lounès dénonçait déjà dans les années 80 l'entrisme des frères musulmans, le danger que représentaient aussi les frères musulmans, qui déjà en Algérie commençaient déjà à pulluler et à s'organiser pour avoir le pouvoir, si vous voulez, doucement. Donc c'est quelqu'un qui était vraiment aux avant-gardes des luttes contre l'arabisation forcée, contre l'école algérienne qui, selon lui, était infestée justement par l'esprit des frères musulmans. C'est quelqu'un qui a tiré vraiment les sonnettes d'alarme, parce qu'il y en avait plusieurs à ce moment-là, très tôt. Alors, l'anniversaire de l'assassinat de Matoub Lounès, c'est ce mercredi, et 27 ans, je le disais, et déjà des événements sont prévus, y compris par les nouvelles générations. Quel héritage a-t-il laissé aujourd'hui ? Matoub Lounès laisse un très grand héritage, parce que 27 ans après sa mort, en fait, il renaît et vivra éternellement. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le chant de Matoub ou la voix de Matoub Lounès. Tout le monde, tous les jeunes talents reprennent ses chansons. Beaucoup essaient d'imiter sa voix, bien qu'elle ne soit pas imitable, parce que c'est une voix forte, rocailleuse, et qu'on peut reconnaître parmi 1000 voix. Aujourd'hui, donc, c'est le 27e anniversaire bientôt de sa disparition. En France, en Europe, aux États-Unis, au Canada, beaucoup d'hommages lui seront rendus, des expositions, des conférences pour parler de sa vie, de son combat, et surtout aussi des concerts de musique, parce que cette nouvelle génération chante Matoub Lounès et le fait vivre éternellement. Voilà, et ses fans disent souvent qu'il y a les vivants qui sont morts, qui ne se soulèvent pas, sous-entendu, et il y a les morts qui sont vivants et qui restent toujours vivants. Exactement. Et Matoub Lounès en fait partie. Merci beaucoup, Tahar, pour votre analyse, votre expertise sur ce chanteur d'expression kabyle qui a été tué, je le rappelle, en 98. C'est la fin du Journal de l'Afrique. On va se quitter en musique avec justement ces nouvelles générations qui chantent Matoub, des femmes en particulier. أشحال